Au mois de juin dernier, un rapport alarmant sur la prostitution des mineurs en France a été rendu public. Fruit de la réflexion... Oui, vous entendez? Oui? Ah, pardon. Fruit de la réflexion d'un groupe de travail interministériel et pluridisciplinaire, ce rapport, initié par le secrétariat d'État en charge des familles et de l'enfance, a mis en exergue deux évolutions significatives. Sur les 5 dernières années, la prostitution des mineurs a augmenté de plus de 70% en France, et les professionnels du secteur s'accordent à penser que le chiffre de 10 000 prostituées mineures est très largement sous-estimé. D'autre part, le rapport démontre qu'aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux sont la principale porte d'entrée dans la prostitution des adolescents. Alors, si le malheur de celles qui ont été livrées à la prostitution par la faim et se sont laissées tomber dans le ruisseau pour ne pas se jeter à la rivière, comme l'écrivait Victor Hugo, c'est-à-dire la prostitution, fille de la misère et de la violence, a toujours existé et perdure, bien sûr. C'est un nouveau visage de la prostitution qu'il nous faut regarder aujourd'hui. Celle de très jeunes filles, non précarisées socialement, qui, selon leur dire, et c'est à entendre, choisissent de se prostituer, ou plus exactement, et là encore les mots ont leur importance, de devenir escorte. À l'image d'Alice, l'héroïne du film de François Ozon, Jeune et jolie, ces jeunes filles, à l'heure de la traversée adolescente, se mettent à faire commerce de leur corps, dans une désubjectivation inquiétante, ne se considérant bien souvent pas victimes, mais revendiquant leur activité au nom d'une liberté pervertie. Dans une société traversée par des vents contraires, alors depuis 2017 et le mouvement MeToo, puis MeToo Inceste, avec les ouvrages de Vanessa Springora et de Camille Kouchner, entre autres, la parole se libère dénonçant la violence faite aux femmes. Et pour autant, qu'est-ce qui agit pour que certaines sombrent dans la violence du viol tarifié? Qui suis-je maintenant et comment aimer? Ainsi pourrait-on résumer à grands traits les enjeux psychiques du processus adolescent. Comme le définit Bergeret, il s'agit d'une crise narcissique et identificatoire qui bouleverse les investissements objecto-infantiles. Cette épreuve identitaire, se sentir exister pour et par soi-même, contre la confusion des espaces psychiques, des identifications et des imagos, est une reviviscence des étapes plus ou moins bien élaborées dans la petite enfance. Selon la formule d'Evelyn Kestenberg, si tout se joue dans l'enfance, tout se rejoue à l'adolescence. Et l'adolescence, on y entre d'abord par le corps. La puberté est un réel du corps qui vient déborder l'image du corps infantile. Dans cet après-coup du stade du miroir, tel que décrit par Lacan, le sujet adolescent va devoir se refamiliariser avec une image du corps transformée. L'identification spéculaire qui soutenait son être dans le regard et la voix de l'autre est maintenant à se réapproprier. La perte de contact avec ce sentiment de familiarité réactive des angoisses qui vont à l'encontre de l'unité du moi. Freud, dans l'inquiétante étrangeté, évoque ce moment où le familier se mêle à l'étrange, l'unheimlich, quand l'intime surgit comme étranger, inconnu, autre absolu, au point d'en être effrayant. C'est aussi bien sûr dans cet après-coup que se vérifie si l'identification première a donné ou non la possibilité d'un tel cheminement. Cette effraction par le réel du corps pousse l'adolescent à chercher auprès d'un nouvel autre une réassurance. Et si, comme l'écrit Jean-Jacques Racial, l'autre du nourrisson est à référer à la mère, l'autre de l'Oedipe aux parents, l'autre de l'adolescent est imaginairement rattaché à l'autre sexe. L'adolescence est aussi un temps nécessaire de séparation et de deuil. Au sortir de la période de latence, les imagos parentales, hérités de l'idéalisation infantile, chutent. Entre angoisse d'intrusion et angoisse d'abandon, c'est là encore une reviviscence des tout premiers mois de la vie, des positions schizoparanoïdes et dépressives, décrites par Mélanie Klein. Cette crise du narcissisme et de l'estime de soi, ce « qui suis-je » articulé ou « qu'est-ce que je vaux » induit un nouveau besoin de reconnaissance, non plus de l'autre primordial de la petite enfance, mais un autre semblable,
D'où l'importance aussi, évidemment, du groupe à l'adolescence, où le jeu vacillant vient s'identifier à un nous groupal idéalisé. Sous l'intensité pulsionnelle, les désirs oedipiens se réactivent et provoquent une angoisse d'autant plus importante que, d'une part, les fantasmes ne sont pas encore élaborés et que, d'autre part, la puberté, ouvrant à la sexualisation, rend pour la première fois possible la mise en acte des vœux oedipiens et parricides. Les corps sont équivalents et l'assise imaginaire des générations ne tient plus, nous dit Jean-Jacques Racial. L'ordre du monde est bousculé, la différence des sexes prime sur la différence des âges. Ce qui fait limite maintenant, c'est l'interdit symbolique au sein du système familial. Cette nouvelle traversée de l'Oedipe s'articule à la question du sexuel qui s'organise au cours de cette période sous le primat de la génitalité. La pulsion sexuelle était auto-érotique, elle va maintenant découvrir l'objet sexuel. C'est ainsi que dans les 3 essais sur la sexualité, Freud souligne ce mouvement de l'adolescence, de l'auto-érotisme vers la relation d'objet. L'adolescent doit également se positionner dans l'un ou l'autre des 2 genres en faisant le deuil de la bisexualité infantile. Il faut commencer à choisir entre être homme et être femme, même si cette question alimente nombre de débats actuels, et la journée d'aujourd'hui, bien évidemment, en est une brillante illustration. Et si la reconnaissance de l'identité sexuée repose sur l'acceptation de la nouvelle image du corps, c'est aussi l'autre, le semblable, qui détient le pouvoir de reconnaître ce corps comme désirable et désirant. Bon, même si le processus somatopsychique de l'adolescence n'a pas varié, l'immense différence de notre ère numérique est de proposer l'accès au virtuel comme espace de subjectivation. L'utilisation massive des réseaux sociaux et d'Internet, où l'image règne en maître dans une logique de dévoilement de soi, a bouleversé le rapport à l'intime. Le propos ici n'est bien sûr pas de condamner par principe l'utilisation des réseaux sociaux. Ce nouveau lieu de monstration de soi peut participer au processus de subjectivation de l'ado, en devenant un lieu privilégié pour se constituer ses propres espaces hors du regard parental. Pour différencier cette pratique virtuelle de l'exhibitionnisme, Serge Tisseron, en reprenant Lacan, utilise le concept d'extimité, défini comme le processus par lequel des fragments de soi sont proposés au regard d'autrui afin d'être validés. C'est la recherche des fameux likes et des pouces levés qui viennent renforcer les assises narcissiques. Mais Tisseron précise également que l'extimité s'adresse à un public choisi. Et c'est là la faille, le danger de la toile. Malgré les critères de paramétrage qu'en principe les ados connaissent bien, on ne sait jamais vraiment qui regarde et ce que deviennent les images de soi postées sur le net, dans ce lieu où l'effacement de toute figure d'autorité peut encourager la haine. L'expérience de l'intime de soi donnée à voir peut alors tourner à la catastrophe, lorsqu'en place d'une réassurance narcissique, c'est une perte irrémédiable de soi qui advient, provoquant un impossible deuil mélancolique. Angélique Gosselin parle de désintimité pour définir ce moment de dépôt d'une part de son intimité à la vue de tous, une intimité mise hors de soi et qui n'appartient plus au sujet. Alors cette expérience traumatique a été vécue par, nommons-la Alice, comme dans le film de Ozon. J'ai rencontré Alice lorsqu'elle avait 19 ans, au sortir d'une hospitalisation de quelques mois pour un syndrome dépressif. Elle se prostituait depuis 1 an. Sa demande initiale sera « Je ne sais plus qui je suis et je ne comprends plus rien à ma vie ». Au début de sa puberté, vers 12 ans, elle commence à utiliser les réseaux sociaux pour discuter avec des garçons inconnus. Un soir, après des heures de discussion avec l'un d'entre eux, Alice se laisse convaincre de se déshabiller et de pratiquer des actes sexuels sur son propre corps. Dans une logique perverse d'emprise et d'aliénation, ce garçon va alors la menacer de dévoiler ces images pour assujettir Alice et continuer quelque temps à obtenir d'elle des nouvelles images et vidéos intimes. L'écran, nous dit Gosselin, illusionne une barrière de protection face aux autres virtualisés, qui encourage la levée des inhibitions, libérant du corps et de la pudeur. Le dévoilement de l'intime est une quête de vérité
une tentative de saisir le regard, objet insaisissable, méconnu car toujours perdu. La machine virtuelle, métaphore d'un miroir sans teint, donne l'illusion de retrouver en l'autre un double de soi-même qui la complète, révélant ainsi une fragilité du moi et questionnant le lien primaire à la mère. Le traumatisme provoqué par la capture de ces images, choc entre virtuel et actuel, pour reprendre la dialectique de Deleuze, le virtuel étant non le contraire du réel, mais de l'actuel, c'est-à-dire un potentiel qui s'actualise. Donc ce choc entre la menace psychique de l'objet et la réalité de cette menace va provoquer un véritable séisme narcissique et bloquer les processus de symbolisation, ne pouvant mettre en sens cette violence faite au moi. Les angoisses archaïques de perte, de castration et même de morcellement se réactivent et mettent en échec un des enjeux essentiels de l'adolescence, le maintien unitaire d'une image de soi. Alors, dans une tentative de sortir de cette confusion entre dedans et dehors, moi et non moi, et de s'extraire de cette emprise imaginaire, Alice va actualiser son traumatisme. Pour répondre à l'inquiétude de ses parents, dans un retournement de la haine sur le corps propre, elle a commencé à se scarifier. Elle déclare subir des viols en réunion par une bande de garçons à la sortie du lycée. Évidemment, malgré les efforts des parents et l'enquête de police, aucun coupable ne sera retrouvé. Alors Alice s'enfonce un peu plus dans la dépression, à laquelle s'ajoute la honte et la culpabilité du mensonge. S'identifiant de plus en plus à un objet déchet, réduite à un objet de jouissance de l'autre, elle multiplie les relations sexuelles, jusqu'à rencontrer un garçon qui lui propose d'en faire commerce. Après la rupture avec ce garçon, elle continue à se prostituer, alternant les phases de tentative d'insertion dans le monde, reprise d'études ou recherche de boulot, d'emploi, in real life, pour reprendre un vocable propre des réseaux sociaux, et des phases de désorganisation psychique, où les angoisses de désintégration submergent les défenses. C'est un deuil mélancolique impossible auquel se confronte Alice, tel que Freud le décrit. Les causes de la mélancolie, dit-il, débordent en général le cas bien clair de la perte due à la mort et englobent toutes les situations où l'on subit un préjudice, une humiliation, une déception. Dans une répétition mortifère, Alice se prostitue en trouvant des clients et des moyens matériels, appartements ou chambres d'hôtel en 2 clics sur les réseaux sociaux. En s'identifiant à l'agresseur, dans le sens du mécanisme de défense décrit par Ferenczi, Alice est devenue son propre agresseur sexuel. Et en revendiquant une liberté pervertie, elle dira « Je suis libre, moi, j'ai le droit de me faire violer ». Alors au-delà de l'histoire singulière d'Alice, ce cas, il me semble, illustre, alors sans dénier bien sûr, tous les traumas précoces propres à chacun qui peuvent mener à la prostitution, ce cas illustre quand même ce à quoi de nombreux adolescents peuvent s'exposer en déposant une part de leur intimité sur la toile, en répondant à cette exhortation au dévoilement de soi, induite par la logique des réseaux sociaux. Toute dépossession de l'intime produit inévitablement, peu ou prou, les mêmes effets mortifères. Qu'il s'agisse de la publication de sextapes, ces vidéos filmées pendant des moments intimes par l'un ou l'autre partenaire et dévoilées dans l'après-coup, ou du revenge porn. Cette vengeance pornographique, caractérisée par un contenu sexuel publiquement partagé en ligne sans le consentement de la personne apparaissant sur le contenu, dans le but de se venger. Toute dépossession de l'intime est une effraction psychique. Les adolescents grandissent dans une société où les images ont pris le pouvoir et où le travail de l'élaboration de la pensée, la symbolisation, n'est guère facilité. Pris dans l'emballement et l'illusion imaginaire, dans une société où la temporalité se précipite, ils sont souvent démunis face aux aléas des progrès technologiques et au déferlement d'images sous-tendues par une logique capitaliste et libertaire. L'explosion du marché de la pornographie en ligne et en quasi libre accès participe depuis une vingtaine d'années à la chosification du sexe, jusqu'à en faire une marchandise comme une autre. C'est l'élaboration des fantasmes qui permet progressivement l'articulation entre la sexualité pulsionnelle de la petite enfance et la sexualité génitale adulte. Le réalisme des images pornographiques qui donnent corps
aux fantasmes originaires de scènes primitives obstrue l'imaginaire. Lorsque ces images font effraction de façon répétée dans une psyché trop jeune, la pornographie écrase le fantasme au profit de scénarios préétablis, en chosifiant le sexe confondu avec l'objet phallique. C'est l'organisation pulsionnelle qui est ici renforcée. En décrivant la pornographie comme une agression sexuelle sur mineurs, Gérard Bonnet alerte sur les risques encourus par les adolescents en position de passivité devant ce réalisme pauvre et désincarné et pris dans la sexualité d'un autre imaginaire, un grand autre. Car loin de faire de l'acte sexuel l'aboutissement d'une rencontre entre deux désirs, le porno en fait une fin en soi, sous forme d'une domination absolue d'un homme sur une femme, et plus dangereux encore, en montrant que la femme trouve du plaisir à être soumise et humiliée. Alors, sous une forme atténuée, la télé-réalité, dont la diffusion a augmenté de 262% sur les chaînes nationales depuis 2010, en 10 ans, à peine un peu plus de 10 ans, et majoritairement regardée et commentée sur les réseaux sociaux par un public jeune, véhicule une idéologie similaire. Surinvestissement du corps hypersexualisé, célébrité et argent y sont prônés comme le triptyque de la réussite sociale. YouTube est la plateforme préférée des 11-18 ans. Plus de 77% d'entre eux l'utilisent, alors on n'est pas en reste. Un récent rapport de la Fondation des femmes a étudié la représentation des femmes dans les vidéos les plus vues sur YouTube. Alors intitulé « Le sexisme en liberté », le rapport dénonce l'hypersexualisation, le sexisme et les stéréotypes de genre, l'homme viril et la femme objet, la femme poupée, largement véhiculés par les contenus diffusés sur cette plateforme. Et un quart des vidéos exposent au moins une forme de violence et plus d'un tiers affichent une image dégradante des femmes. Alors ce contexte de marchandisation du corps, d'objectivation de la sexualité, articulé à une logique capitaliste, a aussi induit un autre regard sur la prostitution, qui en dénie la violence. À l'image honteuse et miséreuse, s'est substituée celle d'une femme libre, dont la réussite matérielle justifie a posteriori le prix dont elle aura dû s'acquitter. Ainsi de Zaya Dehar, qui était une mineure de 15 ans, offerte en cadeau d'anniversaire à plusieurs footballeurs français en 2008. Alors, le scandale médiatique est énorme et la jeune femme connaît alors une ascension médiatique insensée. Elle devient créatrice de mode, actrice, et revendiquant sa profession d'escorte sur fond de ni victime ni prostituée, au prétexte que, contrairement aux prostituées classiques, elle n'exerce pas dans la rue. Alors, portée au nu par les médias et sur les réseaux sociaux, faisant l'impasse sur ses souffrances et la violence de son parcours, l'ascension sociale de cette jeune femme, sorte de Pretty Woman des années 2000, a participé à banaliser et à recouvrir sous un vernis pailleté la réalité de la prostitution. Alors que s'est-il passé pour qu'en quelques décennies, une partie de l'héritage du grand mouvement des libérations des femmes des années 70 se soit à ce point perdue? Comment les enfants d'hier qui rêvaient à « quand je serai grande, je voudrais être » ont pu laisser la place à des adolescentes qui rêvent à « quand je serai grande, je voudrais avoir ». Dans une société consumériste où le système scolaire échoue à construire l'espoir d'un avenir satisfaisant, où le repli et la revendication identitaire dénoncée par Elisabeth Roudinesco dans son dernier ouvrage tient lieu de nouvel évangile émancipateur, le ravalement et l'humiliation du féminin qui se répand sur nos écrans ne serait-il pas un énième masque de la haine du féminin? Dans son ouvrage sur le féminin, Gérard Pommier développe l'idée d'une angoisse de féminisation, à l'origine de la violence et de la domination masculine. Faire violence à une femme, écrit-il, c'est cesser d'en être une, et donc s'assurer dans son genre. Face à ce désinvestissement de la parole au profit de l'image, de la symbolisation au profit de l'imaginaire, Cynthia Fleury alertait il y a quelques années sur la fin du courage. Elle appelait à retrouver une éthique du courage, fondée notamment sur une éthique de la discussion. Discussion s'opposant
à la communication logoréique, parole vide qui trahit la vérité. Loin d'une morale rétrograde qui condamnerait sans distinction la pratique et ses victimes, ou qui ne tendrait qu'à refaire de la sexualité un tabou, je crois qu'il est nécessaire d'avoir le courage d'un discours éclairé, accompagnant les adolescentes et les adolescents dans cette nouvelle ère numérique, aussi riche de possibles que d'impasses. Car 2.0 ou pas, le fracas de la jeunesse brisée contre la soumission et la violence reste une triste défaite.